L'Empire, la colonie, le système monde moderne dressent des murs. La réponse, assez bête comme chou, pour traverser les cloisonnements, serait la confiance. C'est à la fois bête et l'affaire la plus sérieuse qui soit. À quoi et à qui se fier, et donc accorder sa confiance? Beaucoup d'outils, confectionnés avec une certaine idée de la fiabilité. Et surtout l'idée que c'est de cette dite fiabilité que doit découler la confiance. Nous exonère de l'effort de tâtonner. Ce n'est pas seulement une confiance dans les individus, mais dans les processus en train de se déployer avec un potentiel ouvert sans règles déterminées. Dans ce sens, c'est une confiance dans la joie, dans les capacités émergentes d'accroître les pouvoirs collectifs, d'agir. Encore ce mot, joie. Et non la béatitude, et la détresse de sa vie pavillonnaire, morte, mais non moins désirée, car rendue désirable. Dans des organisations, le recours à la confiance immédiate peut s'avérer transformateur et habilitant. Évidemment, il y a de bonnes raisons pour lesquelles la méfiance et la défiance se sont imposées. Les expériences d'abus, d'agression, d'exploitation ou de manipulation. Souligner le besoin d'ouverture n'est pas une injonction à demeurer ouvert à tout. C'est une question éthique à ne pas fermer qui porte sur où, quand, avec qui et comment être en confiance. Défaire le cloisonnement passe par une pratique de cette confiance. Tu sais que tout le monde va voir ça comme une position de principe à la con. D'après mes calculs, dans le lot, il y aura majoritairement ceux qui ne voient pas d'alternative à la police. Ah, et puis ceux qui ne veulent pas non plus abolir le pouvoir psychiatrique. Bah ça fait du monde. T'as toujours pas compris où t'étais. Il est nécessaire que les mouvements soient imprégnés d'un sens aigu de responsabilité mutuelle. Si l'on jette un coup d'œil en arrière, qu'avons-nous ? 20e siècle, une avant-garde avait la responsabilité de développer et de diffuser l'idéologie révolutionnaire anticapitaliste et, puisque tout, dans la vie militante, était soumis à l'enjeu de la révolution, tout et tout le monde pouvait être traité de façon instrumentale, comme un moyen de faire tomber l'État et le capitalisme. À ce sujet, le sociologue Nick Toburn remarque une persistance affective et idéologique. Il appellera ça schéma militant. Apparaissant avec le bolchevisme et le léninisme, la tendance, tout d'abord, s'est répandue et a traversé différents mouvements durant le XXe siècle, des luttes de libération du tiers-monde aux dynamiques socialistes en Amérique du Nord et en Europe, en passant par le mouvement Black Power dans les années 60 et 70. Un schéma militant, qui est toujours en train d'énoncer la ligne du parti. Toujours d'une posture, voire d'une position extérieure, et d'un savoir tenu confidentiel. Un groupe restreint aiderait à amener la révolution grâce à une juste interprétation de la théorie et du déroulement de l'histoire. Ce schéma militant fait approcher les situations de façon instrumentale, comme si elles étaient toujours d'emblée dans une stratégie générale, transitive, qui nous dépasse. Et c'est la fidélité à une ligne idéologique qui préexiste à toutes les situations qui fait le militant. La marque des meilleurs. Hiérarchique et rigide, ce schéma militant génère à la fois certitude et réponse définitive. Et comme vous avez vu l'épisode précédent plusieurs fois, vous ne serez pas choqué si je vous dis qu'il génère le radicalisme rigide, produisant le militant qui n'en finit jamais de comparer ses postures. Le potentiel d'expérimentation se heurte aux idéalismes figés et à ses militants passionnés. Le credo est de prendre le pouvoir par le bas, mais au moyen de formes de manipulation sociale. Pour le peuple et par le peuple, dûment mené. Le dogme, la certitude, puis l'arrogance. La loyauté est la nouvelle métrique du militant obéissant et fanatisé. Ici, je parle de la gauche radicale. Et voilà que les léninistes et les trotskistes sont soulagés d'être dans le même panier que les anarchistes. Incroyable. On appelle ça les bienfaits de la camaraderie. Plus le méfait est partagé, plus le méfait en question n'en est plus un. #culture du viol. Le plaisir d'être plus conscient que les masses. Le plaisir de les assigner autres, normis, apolitiques, moldus, non politisés. Le plaisir de la certitude. Le plaisir d'accueillir l'autre dans la seule vérité valable. La nôtre. Et selon nos termes. C'est dur, mais j'accepte d'être au-dessus de la masse. Charmant. Le fanatisme du radicalisme rigide se cristallise autour de règles et ou d'icônes. Des Queen, des Dologu, des Malcolm X, LFI, ou d'icônes repoussoirs, des Macron, des Bardella, LFI.
et il devient normal d'aduler le vrai militant, le vrai anard, le vrai travailleur ou le vrai je sais pas quoi. Dans le fanatisme du radicalisme rigide, tout a à voir avec la finalité et les moyens pour y arriver. Et non, le cheminement. Et c'est bien dommage. Bien avant l'inclination sécuritaire, la relation de confiance est entravée par le radicalisme rigide. Et le schéma disciplinaire dégagé par Toburn vient à son tour contrarier la transformation par le collectif qu'on aurait aimé émancipatoire. Toute l'équipe vous remercie. T'es tout seul. Abonnez-vous et soutenez-moi sur Ko-fi. Avant-garde, léninisme, bolchevisme, anarchisme, tiers-monde, Black Power de l'Ogu. Fous-toi de notre gueule, ouais, dit l'algorithme. Toi, jette-toi en l'air. Le public est plus fort que ce que lui-même il croit. Rétorqua Sakhatov.